Dans l'enregistrement précédent, on avait souligné ce côté original de la soirée du Seder, où tout se dit du côté féminin, où on est en train d'entendre le Laïla Chavé Da'at, une nuit qui exprime, qui parle au féminin, Chava et Chavé, qui exprime du Da'at, la profondeur des choses, et dans lequel le côté masculin est laissé de côté. Et lorsque on souligne la trame de Arami Oved Avi par le récit qui se passe dans Parshat Shemot, c'est pas pour avoir des preuves, pour chercher des preuves de la Torah sur la Torah elle-même, c'est pour bien placer le récit historique dans une perspective beaucoup plus générale. Dans le même ordre d'idées, on peut rapporter les 4 fils dont on parle dans la Haggadah. Chacham, Rasha, Tam, Maomer. Il y en a 4, et le texte de la Haggadah s'adresse au Chacham. Chacham Maomer, Maudut Achukim Mishpatim Asher Tziva Hashem Elokinu Etchem. Afata et Morlo, Kilchota Pesach, et Maftirin Achar Pesach, Afikoman. Le Chacham, alors on a l'habitude en général de classer ces 4 fils, soit d'après leur âge, leur maturité intellectuelle, Chacham d'abord, le Racha qui est encore dans l'âge de la révolte, le Tam semblerait un enfant plus jeune, juste un début d'éveil, et le Yoder Lishol, ce serait comme un petit enfant encore, mais ou bien du point de vue du mérite, par ordre décroissant, le Chacham étant celui qui est valable, plus que le Racha qui tourne mal, plus que le Tam, plus que le Eno Delishol. En vérité, il me semble qu'on peut, à la lumière de ce qu'on a dit sur le côté féminin qui l'emporte totalement sur le côté masculin, faire une autre lecture et classer autrement ses enfants. On se rend bien compte que dans la soirée du Seder, même si on était Chacham, on a une mitzvah, quel que soit son degré de connaissance de la Torah, on a une mitzvah de le saper b'tziat Mitzrayim, de revenir v'chol amarbe, le saper arezem shubach, tout celui qui multiplie le récit, indépendamment de ses capacités intellectuelles. C'est pas ça qui compte, c'est le fait de se mettre dans une situation dans une ouverture de lecture, être sensible à lire le texte et pas du tout à venir avec ses connaissances et avec sa chorma. Et c'est dans cet ordre d'idées, quel que soit le degré de connaissance de la Torah, il faut mettre ça de côté et s'ouvrir au texte. Dans cet ordre d'idées, le Chacham ne serait pas le degré supérieur. Je dirais que le Chacham, il aurait le grand inconvénient d'être celui qui prétend tout gérer. Il connaît les catégories, et d'autres, Okim, Mishpatim, à quoi correspondent ces catégories. Il s'interroge dans le détail de ces catégories, mais comme si c'est un gestionnaire de la Torah, un balabaïd sur le texte de la Torah, et qui saurait tout ranger à sa place, et il a des questions de détail encore là-dessus, mais le texte de la Haggadah, quand elle parle que par rapport, en s'adressant à lui, elle dit, on lui répond, El Maftirin Achar Pesach Afikoman, qui pourrait être traduit que comme la mitzvah d'Afikoman est l'une des dernières dans les Mishnayot de Psachim, donc comme il demande dans le détail, alors toi non plus tu ne fais pas l'économie d'un récit, d'une explication détaillée, explique-lui jusqu'au dernier point de la Mishnah qui est En Maftirin Achar Pesach Afikoman. Mais peut-être on peut comprendre les choses tout à fait différemment.
le Chacham qui prétend à la maîtrise intellectuelle du sujet de la sortie d'Égypte, on lui dit et maftirin pesach afikoman, afikoman c'est un terme grec qui signifie dessert. Tu sais, il n'y a pas de dessert après cette soirée. Cette soirée n'est pas une soirée purement intellectuelle, parce que tu sais, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de dessert. Ça veut dire, toi, tu dois te remplir de ce qui se passe dans cette soirée, et pas une fois que tu as fait toutes tes spéculations intellectuelles et étalé toute ta chorma, maintenant tu attends, mais alors qu'est-ce qu'on mange de bon? Il n'y a pas de afikomander, c'est-à-dire cette soirée doit te remplir par ce qui se passe là-dedans. C'est quelque part créer une brèche un peu dans les certitudes du Chacham. Le rachat, alors le rachat, lui, ce qu'on lui reproche, c'est comme quelqu'un qui a déjà aussi cette espèce de jugement du Chacham, de prétendre tout savoir, mais le rachat va encore plus loin et en tire des conséquences et dit mais qu'est-ce que le passé peut faire, toutes les notions que vous avez, tout ce qui se déroule devant nous, c'est des choses du passé, alors qu'il faut vivre dans la réalité actuelle. Et à lui, on lui dit, tu sais, si tu crois que l'histoire n'est qu'une histoire au présent, tu ne serais jamais sorti, parce que toute la raison de la sortie d'Égypte, c'est qu'il y a un projet là derrière, et si tu ne t'inscris pas dans ce projet et limites ton centre d'intérêt à ta propre personne au temps d'aujourd'hui, eh ben, tu ne serais jamais, tu n'aurais pas accédé à la Géoula de Mitzrayim. Donc c'est ça la remise, on le remet à sa place pour qu'il prenne conscience de cela. Le tam mazot, le tam, une question un peu naïve de demander mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le tam, il a quelque chose déjà de sympathique, c'est au lieu d'avoir des réflexions de Chochma, lui c'est son cœur qui parle, mazot, il est ouvert à ce qui se passe et demande à quoi ça le renvoie. Et donc tu lui parles dans ce langage du cœur en lui développant le Chosekia, tous les événements forts et impressionnants qui ont marqué la sortie d'Égypte. Les She'enu Yodea Lishol, At Ptachlo, c'est toi, en principe At au féminin, la mère qui doit l'ouvrir, comme c'est marqué Vigatal Vincha. Oui, bien. Mais peut-être on peut aussi dire que ces 4 niveaux correspondent non pas seulement à des individus peut-être d'âge différent, d'ouverture d'esprit différent, mais aux différents niveaux de lecture du texte. Il y a le niveau du pshat. Le pshat, c'est comprendre et maîtriser le sens littéral. Alors le sens littéral, c'est très bien, tu possèdes le texte, tu crois avoir fait le tour de la question, et là-dessus, un coup de boutoir, dit attention, il faut ne perdre pas une exigence de goûter quelque chose là-dedans, parce que si ton texte est fait trop gestion de la littéralité du texte, tu restes comme ça sur un goût d'inachevé, tu n'as pas de miel dans ta lecture, et ça est un souci de cela. C'est pour ça que le rachat, quelque part, irait plus loin. Le rachat, ce serait le représentant, à mon avis, du midrash. Le midrash, c'est quoi? C'est une exigence par rapport au texte, d'aller chercher justement les failles et d'aller creuser derrière ce texte qui a l'air très lisse, d'aller creuser derrière les contradictions, les pléonasmes, les redites, les lapsus, tout ce qui montre une faille dans le texte. Donc tu interroges le texte pour pousser les choses plus loin. Le risque, évidemment, c'est pour ça qu'on le qualifierait peut-être de rachat, le risque c'est que cette attitude est une attitude critique, donc extrêmement dangereuse par elle-même, et on tient à nous ramener ce midrash, à le recadrer le midrash, en nous disant attention, tu t'inscris, tu n'es pas en rupture de Emouna par rapport à la lecture du texte, tu n'es pas, même si tu as des questions, mais sache bien recadrer tes questions, entendre ces questions qui sont très positives, puisqu'elle nous amène à une exigence de compréhension plus profonde, mais attention, en ne s'arrêtant pas à une simple critique
et une invitation plutôt à rentrer dans la profondeur du texte. Le Tam, lui, a bien compris que le texte lui-même c'est une chose, mais Mazot c'est le remez, il y a une allusion, ces choses-là, ils renvoient à quelque chose. Et ce qui m'intéresse derrière tout le détail des choses, c'est de comprendre un sens, d'aller déjà au sens, quelque chose qui me touche, moi personnellement, qui m'interpelle, et c'est ça le Mazot. C'est quoi? Ça représente quoi? Ça renvoie à quoi tout ce récit-là? Et donc tu lui parles des choses qui le touchent personnellement, qui ne sont plus d'ordre de la spéculation, mais au contraire, le Remez te dit dans quelle sphère il faut lire ce texte. À quel niveau il faut lire ce texte. Le She'eno Yodea Lishol, ça serait alors, peut-être ça renverra au Sod, au quatrième niveau, à ce niveau dans lequel on se sent impuissant, on comprend qu'on ne comprend rien, on comprend qu'on est dépassé, on n'a pas de parole, on n'a plus de démarche là-dessus, on a perdu toute démarche là-dedans, et on est en attente d'eux, et on attend que la présence divine, Sod Hashem Lireav, nous ouvre la voie dans le texte. Donc on voit ici que cette façon de classer les Arba Banim aussi va privilégier ceux qui ne prétendent pas comprendre, ceux qui ne prétendent pas maîtriser la littéralité, la chorma du texte, mais ils s'inscrivent dans tout ce souci de cette soirée d'aller au-delà du texte immédiat et de s'interroger sur la relation que cette histoire a avec nous-mêmes et à quoi cela renvoie. Bien, il y a un autre aspect aussi dans cette soirée qui est très particulière, c'est, je dirais, le rôle du temps. À savoir que on remarque déjà que cette soirée, le Shana Haba Birushalayim Abnouya, une espèce d'appel au futur, une espèce d'aspiration au futur qui va bien au-delà de ce souci à la fin de la fête de Sukkot, où on dit que l'an prochain on espère un vœu, je dis pas un vœu pieux, mais d'espérer pieusement que on atteigne d'être protégé par Sukkot Or chez Léviathan, mais ça n'a pas du tout, c'est pas une formule qui a fait fortune comme le Shana Haba Birushalayim qui est ramené constamment à côté de nous. On peut aussi dire que donc ici on est en train de chercher avec cette projection dans le futur, à donner du sens à la meriroute, à cette amertume, à la difficulté, au tourment de l'histoire, et on essaie de leur donner du sens et de trouver la direction. Je pense que quand on dit le fait qu'on attende le Mashiach, il ne faut pas s'arrêter au fait de dire que, en dépit des siècles et des millénaires qui s'écoulent, on a encore toujours l'espoir que les choses y arrivent, comme si toute génération dans laquelle le Mashiach ne serait pas là est une génération d'échecs. Mais c'est pas ça. Il faut comprendre que cette préoccupation de Afal Pishit Mameaim Kozeh Hakelo, c'est pas une attente vaine, c'est de dire que dans le présent, le futur est un élément du présent. La Geoula, on a peur parfois, on trouve ça un petit peu mystique ou fumiste, un peu cette attente religieuse, alors qu'il y a une invitation là-dedans de dire que le présent doit baigner dans cette perspective que, quel que soit le temps que ça dure, une génération, le Mashiach n'est pas venu, n'est pas une génération d'échecs, c'est une génération qui peut parfaitement avoir vécu très fortement une attente. Et donc c'est ce qu'on voit dans cette fête de Pessah. Mais c'est pas seulement la conclusion, le Shana Haba
Birushalayim Ablouya, dans une Jérusalem reconstruite, dès le Halachmania, on a déjà cela que cette année on est ici, l'an prochain on sera libre, on est esclave maintenant, libre l'an prochain, cette année on est en galoute, l'an prochain à Yerushalayim, dès le départ, dès le lancement déjà du projet. Ou bien, quand on dit le mantis kortiom, etc., l'opinion des Chachamim, que tu dois te souvenir du jour de ta sortie d'Égypte, j'aurais pensé même que ça n'est pas simplement de dire que la lecture de Kol, contrairement à celle de Benzoma, acceptée par Rabbi Elazar ben Azaria, de dire la nuit aussi, il faut dans le côté passif, il faut aussi arriver à avoir un sentiment de le souvenir de la sortie d'Égypte, comme si la sortie d'Égypte justement innervée, remplissait de sens même les périodes dans lesquelles on n'est pas actif. Mais le Havi Limot HaMashiach, c'est très curieux comme formule, le Havi Limot HaMashiach. Ça va nous entraîner. Ce souvenir de la sortie d'Égypte doit nous amener à la vie Limot HaMashiach. C'est pas le rabot, inclure, ou la vie Yomot HaMashiach, la vie Limot HaMashiach, que ce récit doit avoir dynamiser toute notre lecture et notre vécu, de sorte à ce que c'est ce qui nous permette d'atteindre le Afalpi Sheit Mamea Achakelo. Aussi la présence du Kos de Eliaou, aussi le fait de parler du jugement des ennemis qui nous ont fait tellement de mal dans cette soirée. La bracha de la fin du Maguid est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est la deuxième bracha dans les 4 kosot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher ga'alanu, qui nous a sauvés, vegal et avoteinu, ainsi que nos ancêtres d'Égypte, et nous a fait atteindre cette nuit pour manger de la matzah du Maror. De même, fais-nous atteindre des temps et des moments autres qui viennent à notre rencontre en paix, heureux par la reconstruction de ta ville et réjoui d'être à ton service, et que là-bas on mange les kochim, etc., et qu'on puisse exprimer un shir chadash sur notre délivrance future, une extraordinaire bracha très très unique dans le fait qu'elle mélange ce futur, ce présent de la bracha et le futur qui est en train d'être construit dans cette soirée. C'est quelque chose de tout à fait unique. Ça, c'est, si on veut, l'élément futur, et encore d'autres éléments dans ce sens-là, mais il y a aussi quelque chose de très particulier. Et pour là, je fais référence à cette traduction extraordinaire du Sfat Emet, que traduire le mot Seder. En général, nous traduisons le mot Seder comme l'ordre, peut-être en référence que dans cette soirée, toute chose à sa place. C'est assez étonnant de s'exprimer de la sorte, puisque tout le but, c'est le désordre, c'est la déstabilisation. Alors faut-il un ordre particulier pour nous interpeller? Très étonnant d'appeler ordre une soirée que même un Talmid Chacham doit s'interroger, même s'il est seul, il s'interroge lui-même, il ne doit pas rester sur son acquis de connaissance de Torah, justement contre l'ordre établi. Et comment se fait-il que ces soirées s'appelleraient ordre? Le Sfat Emet propose la lecture et l'explication suivante. La sortie d'Égypte était bechipazon, elle était dans la hâte. Pourquoi dans la hâte? Parce que, dit-il, c'est comme cet enfant, Benetovim, un enfant de bonne famille, qui comparaît au tribunal parce qu'on l'a attrapé à propos de menu larcin, et il commence à mal tourner. Et le juge se demande quelle peine lui appliquer. Le mettre en prison
on n'a jamais ou rarement vu que quelqu'un ait pu être amendé par la prison et changer complètement de revenir sur ce qu'il a fait. Ne pas le punir, ce n'est pas non plus une solution, c'est comme un encouragement à continuer dans la mauvaise voie dans laquelle il s'est engagé. Que fait le juge? Il dit finalement cet enfant, c'est un enfant de bonne famille, c'est un enfant qui plaide en sa faveur, en la faveur duquel plaide le passé, les ancêtres. On connaît sa famille qui a été une famille honorable et laissons faire peut-être, faisant confiance peut-être à l'acquis, à la profondeur de cet enfant qui un jour retrouvera le droit chemin parce que c'est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, l'aspiration de cette nuit, c'est de remettre les choses en ordre. Le seder, c'est de parier que ce peuple juif complètement assimilé, complètement acquis aux valeurs et à la culture de l'Égypte, que finalement Ba'abourze à sa Hachem li b'tzetim Mitzraïm, que c'est pour ce que je suis en train maintenant de faire dans cette soirée du Seder, c'est à cause de cela qu'Hachem a agi en ma faveur lors de la sortie d'Égypte. Hachem a parié sur moi, il a parié sur moi en se disant que le fait que nos ancêtres bon sang ne saurait mentir, un jour ou l'autre ce passé va peut-être s'exprimer, et lorsque nous fêtons la soirée du Seder, eh bien il dit c'est exactement ça. Le juge qui suivait la carrière de ce jeune délinquant avec beaucoup d'angoisse, puisqu'il a pris des responsabilités de ne pas le sanctionner, il suit ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'angoisse personnelle. Il est responsable un peu du sort de cet enfant, et lorsqu'il voit que cet enfant est en train de reprendre le bon chemin, il dit Hachem a fait tout ceci pour cet avenir. C'est-à-dire que l'avenir justifie le passé. C'est ça le terme de Seder. Ce qui en son temps était chipazon, qu'il fallait sortir d'urgence les Bnei Israël d'Égypte, sinon ils auraient été complètement immergés dans cette société et auraient disparu à tout jamais. Ce pari du juge sur l'avenir du peuple, Ba'avour-Zeh, Hachem, c'est le Seder. On remet ce choix du juge dans l'ordre dans l'ordre des choses. Et on pourrait dire donc que ce présent réécrit le passé, ce qui en son temps, le passé, la mériroute, la souffrance, les interrogations qu'on avait en son temps, eh bien cette mériroute, cette amertume du passé, cette interrogation du devenir de ce peuple trouve son sens dans l'avenir. Et en vérité, on pourrait dire que cette notion du temps dans cette soirée vole en éclats. Comme dit la Haggadah des Breslav, elle dit que Chametz et Seor, c'est la même gematria que Etz Hada'at. Ce choix entre le bien et le mal, c'est ce qui est le ferment de ce choix entre le bien et le mal, c'est le Chametz et Seor, c'est tout cet élément de temps, toute cette inscription dans l'histoire, et qu'il faut mettre de côté. Pourquoi? Parce que le temps est en train de voler en éclats. Je dirais presque que comme Pessah est le départ de toute l'histoire, c'est le moment du Big Bang dans lequel tout démarre de là, et donc on est bien au-delà et au-dessus du temps, et on est donc à ce moment-là dans une situation d'acteur de notre futur, et d'avoir la possibilité de donner sens rétrospectivement à notre passé. Et voilà, c'est ça le sens très particulier du
de l'absence du temps, ce mélange des temps. Le mélange des temps, c'est-à-dire dans le moment top départ, enlève tous les éléments de la durée et engage-toi dans une histoire dont tout reste à faire, tout est en tes mains, le futur est à portée de main, Hayom il bekolo tishmaou, le passé, tu lui donnes du sens par ton attitude présente, et il y a cette vigilance pendant toute la soirée, Chayav kol echad ve'echad lirot et atzmo, dans chaque génération, il faut se voir comme acteur, ce n'est pas de vaines paroles, c'est de dire effectivement, l'histoire de Pessah, il ne faut surtout pas en faire une histoire passé, mais qui nous donne, qui nous insuffle la force d'écrire notre histoire. C'est le moment du tout possible. Et dans cet ordre d'idées, je rappellerai l'extraordinaire explication du Maharal. Dans Halach Ma'ania, le Maharal s'étonne et dit: comment se fait-il que voici le pain de misère, le pain qu'on mangeait autrefois, rappelez le passé, mais quel est le lien qu'il y a entre un pain de misère alors qu'on est en train de fêter la libération? Et le Maharal dit, c'est pas normal de parler de pain de misère, alors pourquoi appeler ça halachma ania, pour dire non pas le pain de la misère, mais ce pain qui est pauvre. Pain pauvre, c'est-à-dire un pain réduit à sa plus juste expression. Quelle est sa plus juste expression? C'est juste du pain et de l'eau et de la farine. Le pain minimal. Pas de temps. Donc, on a bien compris que l'élément du temps, il fallait le chasser au moment de Pessah, puisque Pessah, c'est justement réécrire l'histoire, se rapproprier l'histoire et essayer de s'extraire d'une histoire dans laquelle l'élément temps, sous la forme de chametz ou sous la forme de matzah, est le perturbateur dans une pesanteur des choses. Alors le Maharal dit que ce pain est qualifié de pain simple, le pain élémentaire, parce que c'est une soirée dans laquelle il faut retourner à l'élément simple. Et c'est vrai que dans le monde Olam Hazé, les valeurs sont des valeurs du multiple, du composite, les nuances, les détails, les finesses, le mélange des genres, c'est ça qui fait la richesse extraordinaire du monde dans lequel nous vivons. Mais fondamentalement, il y a un ordre des choses, des éléments fondamentaux qu'il faut retrouver dans cette soirée-là. L'acteur dont on parle la soirée du Seder, c'est ce pain simple, ce pain premier. Également, dit le Maharal, cette simplicité du pain nous renvoie à ce que Nissan, le premier mois, est un mois sans attache. C'est un mois sans dépendance. Il faut arriver à être dans cette situation de libération comme ce pain qui est à la fois qui manifeste la liberté et par le fait d'avoir rompu les chaînes par rapport au maître, par rapport à la puissance de l'Égypte, et aussi par rapport à l'aliénation, par rapport dans sa possession des choses. On peut être esclave à deux niveaux. On peut dépendre d'un maître et de ne pas être soi-même. On peut également ne pas être soi-même parce qu'on est piégé et aliéné par les soucis de l'avoir au lieu de n'avoir comme seul souci que d'être soi-même. Et c'est ça le halach ma'ania, cette libération, cet arrachement de l'attraction de la pesanteur, de la pesanteur terrestre, et qui est le même élément dans le premier mois, le mois où tout se lance, qui est le même élément que ce qu'on retrouve à Yom Kippour. À Yom Kippour, on est le moment le plus important, c'est quand le Kohen Gadol pénètre dans le Kodesh HaKodashim en habit blanc, tout de blanc vêtu. C'est-à-dire que
bien que pendant le reste de l'année, il était dans des habits luxueux, des habits d'or, magnifiques, qui correspondent à toute la perfection qu'il y a dans le détail des couleurs et le chatoiement des fils de toutes les couleurs qui se répondent les uns aux autres. Mais quand on va monter, on va s'élever, eh bien on va s'élever au rang du blanc. À mon avis, quand on parle de blanc, c'est une approximation. C'est pas la couleur du blanc qui est en jeu. C'est pas le blanc. Le blanc, c'est ce que j'appellerais la lumière. C'est une approximation dans les couleurs de parler, c'est l'absence de couleur, mais de couleur pour parler de la lumière. Le blanc, c'est ce qui renvoie à la lumière. Et la lumière, c'est d'un ordre supérieur à celui du multiple. Le monde de la création, c'est le monde de la pluralité, du multiple, des ponts qu'on jette entre toutes les différentes options et tout ce qu'on construit à partir de cela. Il y a des moments dans l'histoire dans lesquels, comme à Yom Kippour, il faut être en habit de lumière. Le Kohen Gadol doit s'élever pour arriver à se débarrasser de tout le poids qui nous tue, le poids qui fait de nous des morts, le poids mort de nos avérotes. Il faut arriver à s'élever au niveau de la lumière en rentrant dans notre Kodesh Kodashim personnel et dans celui du Klal Israël. À Pessah, c'est la même chose. À Pessah, il y a un minag chez certains d'être habillé avec le kittel, c'est les tachichemetim, c'est l'habit blanc dans lequel on est enveloppé comme un habit de lumière, de rejeter tous ces liens du Olam Hazé pour arriver à s'élever. Et dans cet ordre d'idées, peut-être, on pourrait dire que le vrai enjeu de la soirée, c'est de retrouver l'usage de la parole. Comme on dit que Pessah, que la bouche réapprend à parler en se débarrassant des chaînes, des différentes chaînes du présent, de notre avoir, du passé, des conditionnements, des déterminismes multiples. En se débarrassant de tout cela, on arrive à retrouver l'usage de la parole. Et ce qui est intéressant, c'est Pessah, c'est les mêmes lettres d'un mot important de Sach, Chas. C'est les lettres de Chas, que le Korban Pessah, il s'appelle Chas. Nous sommes l'objet d'une pitié divine qui est le Korban Pessah, qui a sauté au-dessus des Hébreux, et pour les sauver, nous sommes l'objet d'un choix extraordinaire, Chas. Le Chas, qui est la même gamatria que Chaim, la vie. Quand est-ce qu'on retrouve la vie? Quand on arrive à se rendre compte que tout est cadeau, que en vérité on a été sauvé, qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'est pas dû nous-mêmes à nous-mêmes, notre histoire, c'est pas nos mérites la construisent, et cette dimension-là, c'est ça qui nous fait retrouver, accéder à un certain niveau élevé de parole dans lequel on se libère. Même, on dit aussi que le maror, un des éléments de maror, c'est chassa, la romaine, la salade romaine. Et il me semble aussi que chassa, c'est le même terme de chas. Peut-être que même le maror, c'est-à-dire tout ce qu'on a enduré, toutes ces souffrances et ces tourments de toute notre histoire personnelle, de toute l'histoire collective, aussi c'est un chas. C'est-à-dire de retrouver un sens, d'arriver en faisant éclater toutes les notions de temps, toutes les chaînes du temps, en les faisant éclater, on retrouve une parole qui donne sens à toute la dureté de l'exil, à toute la dureté de notre aliénation, à toute la dureté de nos différentes chaînes. Le Rav de Izbich disait que le Korban Pessah se présente sous forme al-kirbo ou kura'av.
il était comme un espèce de méchoui dans lequel le corban était en position fœtale, c'est-à-dire sur ses entrailles et son intérieur, comme fermé, plié sur lui-même. Et il explique cela que le grand chesed dont nous avons profité, c'est qu'Hachem n'a pas du tout eu comme sur nous un regard tel que nous sommes maintenant, tel que assimilés, euh, assimilés à la civilisation autour de nous, mais de nous voir dans notre potentialité, de faire une lecture de nous comme dans ce fœtus qui est un potentiel, et c'est ça la possibilité de donner une dimension à cette soirée du Seder, c'est d'accepter de dépendre du Chas, du Pessah, qu'Hachem y soit passé au-dessus de nous, n'a pas regardé au-dessus de nous, s'est intéressé à notre potentiel et accepter comment est-ce qu'on a ce potentiel si on accepte de ne pas se voir uniquement dans cette lecture masculine dont on a parlé au début, dans cette lecture masculine qui croit que l'histoire c'est elle qui l'a fait. Si on arrive à se détacher de cela, on est capable de faire une lecture, le Malaminateva, le Malaminazman, une histoire qui rejoint les temps messianiques.